Bonsoir à tous, bienvenue sur D8 pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Je suis avec vous ce soir pour quelques heures de lecture. Je vous propose de continuer les aventures d'une œuvre d'Alphonse Daudet, illustre auteur des Lettres de Montmoulin, avec un récit qui s'intitule Le Nabab. Il s'agit d'un roman qui décrit les mœurs de la vie parisienne sous le Second Empire à travers différentes intrigues politiques. Pour ceux parmi vous qui prennent l'émission en cours, je vous resitue globalement de quoi il s'agit. Il y a principalement trois protagonistes qui sont en jeu dans ce récit, notamment le docteur Jenkins, le duc de Morat et le fameux Bernard Jean Soulet, plus communément appelé le Nabab, qui en fait est un aventurier richissime qui s'est donc construit une fortune assez mystérieuse en Afrique du Nord et personne ne sait vraiment qui est cet homme et d'où vient cet argent. Là, on arrive au moment où on fait la connaissance vraiment du personnage de Félicia Ruiz, qui est donc la fille d'un artiste qui fait également partie de l'intrigue. Voilà, donc je vous propose de reprendre ensemble la lecture et de découvrir bientôt qui est ce mystérieux, énigmatique personnage surnommé plutôt le Nabab. Avant cela, vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux pour nous écrire, pour m'écrire directement. J'attends vos commentaires, vos avis, vos questions. Ça s'affiche juste là, en bas de l'écran. C'est simple, vous connaissez le principe. Écrivez-nous #VBN. Mais tout de suite, on poursuit la lecture. Je vous souhaite une très belle nuit avec moi sur D8. Félicia était restée chez son père, mettant une note enfantine et tendre dans cet atelier encombré de flâneurs, de modèles de grands lévriers, couchés en long sur les divans. Il y avait là un coin réservé pour elle, pour ses essais de sculpture, toute une installation microscopique, un trépied de la cire, et le vieux Ruiz criait à ceux qui entraient. « Va par là, dérange rien, c'est le coin de la petite. » Ce qui fait qu'à 10 ans, elle savait à peine lire et manier les bauchoirs avec une merveilleuse adresse. Ruiz aurait voulu garder toujours auprès de lui cet enfant qui ne le gênait en rien, entrée toute petite dans la grande confrérie. Mais c'était pitié de voir cette fillette parmi la libre allure des habitués de la maison. L'éternel va-et-vient des modèles, les discussions d'un art pour ainsi dire tout physique, et même aux bruyantes tablées du dimanche, assises au milieu de 5 ou 6 femmes que le père tutoyait toutes, comédiennes, danseuses, chanteuses, qui, après le dîner, s'installaient à fumer, les coudes sur la nappe, avachis dans des histoires grasses, si goûtées du maître de la maison. Heureusement, l'enfance est protégée d'une candeur résistante, d'un émail sur lequel glissent toutes les souillures. Félicia devenait brillante, turbulente, rebelle, mal élevée, mais sans être atteinte par tout ce qui passait au-dessus de sa petite âme au ras de terre. Tous les ans, à la belle saison, elle allait demeurer quelques jours chez sa marraine, Constance Krenmitz, la Krenmitz aînée que l'Europe entière avait si longtemps appelée l'illustre danseuse et qui vivait paisiblement retirée à Fontainebleau. L'arrivée du petit démon mêlait quelque temps à la vie de la belle danseuse, une agitation dont elle avait ensuite toute l'année pour se remettre. Les terreurs que l'enfant lui causait avec ses audaces, à grimper, à sauter, à monter à cheval, tous les emportements de sa nature échappée, lui rendaient ce séjour à la fois délicieux et terrible. Délicieux car elle adorait Félicia, la seule attache familiale qui restait à cette pauvre vieille salamandre en retraite après 30 ans de battue dans l'effembloiement du gaz. Terrible car le démon fourrageait sans pitié l'intérieur de la danseuse, parée, soignée, parfumée, comme dans sa loge à l'Opéra de Paris et garnie d'un musée de souvenirs datés de toutes les scènes du monde. Constance fut le seul élément féminin dans l'enfance de Félicia. Futile, bornée, ayant gardé sur son esprit le rose du maillot pour toute sa vie, elle avait du moins un soin coquet, les doigts agiles, sachant coudre, broder, ajuster, mettre dans tous les angles d'une pièce leurs traces légères et minutieuses.
Elle seule entreprit de redresser la jeune sauvageonne et d'élever et d'éveiller discrètement la femme dans cet être étrange, sur le dos duquel les manteaux, les fourrures, tout ce que la mode inventait d'élégant prenait des plis trop droits ou des brusqueries singulières. C'est encore la danseuse, fallait-il qu'elle fût abandonnée, cette petite Ruisse, qui, triomphant de l'égoïsme paternel, exigea du sculpteur une séparation nécessaire. Quand Félicia eut 12 à 13 ans, elle prit de plus en plus la responsabilité de chercher une pension convenable, une pension à dessein très cossu et très bourgeoise, tout en haut d'un faubourg aéré, installé dans une vaste demeure du vieux temps, entouré de grands murs, de grands arbres, une sorte de couvent, moins la contrainte et le mépris des sérieuses études. On travaillait beaucoup, au contraire, dans l'institution de Madame Berlin, sans autre sortie que celle des grandes fêtes, sans communication du dehors que la visite des parents. Le jeudi, dans un petit jardin planté d'arbustes en fleurs ou dans l'immense parloir au-dessus de portes sculptées et dorées. La première entrée de Félicia, au milieu de cette maison presque monastique, causa bien une certaine rumeur. Sa toilette choisie par la danseuse autrichienne, ses cheveux bouclés jusqu'à la taille, cette allure déhanchée et garçon excitèrent quelque malveillance, mais elle était parisienne, vite assimilée à toutes les situations, à tous les endroits. Quelques jours après, mieux que personne, elle portait le petit tablier noir auquel les plus coquettes attachaient leur montre, la jupe droite, prescription sévère et dure à cette époque, où la mode élargissait les femmes d'une infinité de volants, la coiffure d'uniforme, de nattes attachées un peu en bas dans le cou, à la façon des paysannes romaines. Chose étrange, l'assiduité des classes, leur calme exactitude convinrent à la nature de Félicia, toute intelligente et vivante, où le goût de l'étude s'égayait d'une expansion juvénile, à l'aise, dans la bonne humeur bruyante des récréations. On l'aima. Parmi ces filles de grands industriels, de notaires parisiens, de financiers ou de fermiers gentilshommes, tout un petit monde solide, un peu gourmé, le nom bien connu du vieux Ruisse, le respect dont s'entoure à Paris une réputation artistique, firent à Félicia une place très à part et très enviée, rendue plus brillante encore par ses succès de classe, un véritable talent de dessinateur et par sa beauté et cette supériorité qui s'impose même chez toutes les autres jeunes filles. Dans l'atmosphère purifiée du pensionnat, elle ressentait une douceur extrême à se féminiser, à reprendre son sexe, à connaître l'ordre, la régularité, autrement que de cette danseuse aimable dont les baisers gardaient toujours un goût de phare et les expansions des ronds de bras un peu naturels. Le père Ruisse s'extasiait chaque fois qu'il venait voir sa fille. De la trouver plus demoiselle, sachant entrer, marcher, sortir d'une pièce avec cette jolie révérence qui faisait désirer à toutes les pensionnaires de Madame Belin le froufrou traînant d'une longue robe. D'abord, il vint souvent, puis, comme le temps lui manquait pour tous les travaux acceptés, entrepris, dont les avances payées, les gâchis, les facilités de son existence, on le vit moins au parloir. Enfin, la maladie s'en mêla, terrassé par une anémie invincible. Il restait des semaines sans sortir, sans travailler. Alors, il voulut ravoir sa fille. Et du pensionnat ombragé d'une paix si saine, Félicia retomba dans l'escalier paternel que hantaient toujours les mêmes commensaux, le parasitisme installé autour de toute célébrité, parmi lequel la maladie avait introduit un nouveau personnage, le docteur Jenkins. Cette belle figure ouverte, l'air de franchise, de sérénité répandue sur la personne de ce médecin déjà connu qui parlait de son art avec tant de sans-façon et opérait pourtant des cures miraculeuses, les soins dont il entourait son père firent d'une grande impression sur la jeune fille. Tout de suite, Jenkins fut l'ami, le confident, un tuteur vigilant, doux, tendre. Parfois dans l'atelier, lorsque quelqu'un, le père, tout le premier, lançait un mot trop accentué, une plaisanterie risquée, l'Irlandais fronçait les sourcils, faisait un petit claquement de langue ou bien détournait l'attention de la belle Félicia.
Il l'emmenait souvent passer la journée chez Madame Jenkins, s'efforçant d'empêcher qu'elle redevînt le sauvageon d'avant le pensionnat, ou même quelque chose de pis, ce qui la menaçait dans l'abandon moral plus triste que tout autre. On l'a laissée. Mais la jeune femme avait, pour la défendre, mieux encore que l'exemple irréprochable et mondain de la belle et élégante Madame Jenkins. L'art qu'elle adorait, l'enthousiasme qu'il mettait dans sa nature tout en dehors, le sentiment de la beauté, de la vérité qui de son cerveau réfléchi, plein d'idées, passait dans ses doigts avec un petit frémissement de nerfs, un désir de la chose faite, de l'image réalisée. Tout le jour, elle travaillait à sa sculpture, fixait ses rêveries avec ce bonheur de la jeunesse instinctive qui prête tant de charme aux premières œuvres. Cela l'empêchait de trop regretter l'austérité de l'institution Belin. Abritante et légère comme le voile d'une novice s'en veut. Cela la gardait aussi des conversations dangereuses, inattendues dans sa préoccupation unique. Ruiz était fier de ce talent qui grandissait à son côté. De jour en jour, plus affaibli, déjà, dans cette phase où l'artiste se regrette, il suivait Félicia avec une consolation de sa propre carrière terminée. L'ébauchoir qui tremblait dans sa main était ressaisi tout près de lui avec une fermeté, une assurance virile tempérée par tout ce que la femme peut appliquer des finesses de son être à la réalisation d'un art. Sensation singulière que cette paternité double, cette survivance du génie, abandonnant celui qui s'en va pour passer dans celui qui vient, comme ces beaux oiseaux familiers qui, dès la veillée d'une mort, désertent le toit menacé pour voler sur un logis moins triste. Au dernier temps, Félicia, grande artiste et toujours enfant, exécutait la moitié des travaux paternels, et rien n'était plus touchant que cette collaboration du père et de la fille dans le même atelier autour du même groupe. La chose ne se passait pas toujours paisiblement cependant. Quoique élève de son père, Félicia sentait déjà sa personnalité rebelle à une direction despotique. Elle avait ses audaces des commençants, ses presciences de l'avenir réservées aux talents jeunes, et contre les traditions romantiques de Sébastien Ruiz, une tendance de réalisme moderne, un besoin de planter ce vieux drapeau glorieux sur quelques monuments nouveaux. C'est alors de terribles empoignades, des discussions dont le père sortait vaincu, dompté par la logique de sa fille, étonné de tout le chemin que font les enfants sur les routes alors que les vieux qui leur ont ouvert les barrières restent immobiles à l'endroit du départ. Quand elle travaillait pour elle, Félicia s'était cédée plus facilement. Mais sur sa sculpture à elle, quand elle travaillait pour lui, elle cédait plus facilement. Mais sur sa sculpture à elle, on la trouvait intraitable. Ainsi, le joueur de boules, sa première œuvre exposée qui obtint un si grand succès au salon de 1862, fut l'objet de scènes violentes entre les deux artistes, de contradictions si fortes que Jenkins dut intervenir et assister au départ du plâtre que Ruiz avait menacé de briser. À part ces petits drames qui ne touchaient en rien aux tendresses de leur cœur, ces deux êtres s'adoraient avec le pressentiment et peu à peu la cruelle certitude d'une séparation prochaine, quand tout à coup, il se passa dans la vie de Félicia un événement horrible. Un jour, Jenkins l'avait emmené dîner chez lui, comme cela arrivait souvent. Madame Jenkins était absente, en voyage, ainsi que son fils pour 2 jours. Mais l'âge du docteur, son intimité quasi paternelle, l'autorisait à garder près de lui, même en l'absence de sa femme, cette fillette que ses 15 ans, les 15 ans d'une juive d'Orient, resplendissante de beauté hâtive, laissée encore près de l'enfance. Le dîner fut très gai, Jenkins, aimable, cordial à son ordinaire, puis on passa dans le cabinet du docteur, et soudain sur le divan, au milieu d'une conversation intime, tout amicale, sur son père, sa santé, leurs travaux. Félicia sentit comme le froid d'un gouffre entre elle et cet homme, et puis l'étreinte brutale d'une patte de faune. Elle vit un Jenkins inconnu, égaré, bégayant, le rire hébété, les mains outrageantes.
Dans la surprise, l'inattendu de ce rument de brute, une autre que Félicia, une enfant de son âge mais vraiment innocente, aurait été perdue. Elle, pauvre petite, ce qui la sauva, ce qui fut de savoir. Elle en avait tant entendu conter à la table de son père, et puis l'art, la vie d'atelier, ce n'était pas une ingénue. Tout de suite, elle comprit ce que voulait cette étreinte, lutta, bondit, et puis, n'étant pas assez forte, elle cria. Il eut peur, il lâcha prise, et subitement, elle se trouva debout, dégagée avec l'homme à ses genoux, pleurant, demandant pardon. Il avait cédé à une folie. Elle était si belle, il l'aimait tant. Depuis des mois, il luttait, mais maintenant c'était fini. Jamais plus. Oh oui, jamais plus. Même pas toucher de bord, même pas toucher le bord de sa robe. Elle ne répondait pas, tremblait, rajustait ses cheveux, ses vêtements, avec des doigts de folle. Partir, elle voulait partir sur l'heure toute seule. Il la fit accompagner par une servante, et tout bas comme elle montait en voiture. Surtout pas un mot. Votre père en mourrait. Il la connaissait si bien et il en était si sûr de la tenir avec cette idée, le misérable qu'il revint le lendemain comme si rien ne s'était passé, toujours épanoui, la face loyale. En effet, elle n'en parla jamais, ni à son père, ni à personne, mais à dater de ce jour, un changement se fit en elle, comme une détente de ses fiertés. Elle eut des caprices, des lassitudes, un pli de dégoût sur son sourire, et parfois, contre son père, des colères subites, un regard de mépris qui lui reprochait de n'avoir pas su veiller sur elle. « Qu'est-ce qu'elle a ?» disait le père Ruiz. Et Jenkins, avec l'autorité du médecin, mettait cela sur le compte de l'âge et d'un trouble physique. Lui-même évitait d'adresser la parole à la jeune fille, comptant sur les jours pour effacer l'impression sinistre, et ne désespérant pas d'arriver où il voulait, car il voulait encore, plus que jamais, pris d'un amour. Enragé d'homme de 47 ans, d'une incurable passion de maturité, c'était son châtiment à cet hypocrite. Ce singulier état de sa fille constitua un vrai chagrin pour le sculpteur. Mais ce chagrin fut de courte durée, car soudainement, Ruiz s'éteignit, s'écroula d'un coup comme tous ceux qui soignaient l'Irlandais, et son dernier mot fut « Jenkins, je vous recommande ma fille ». Il était si ironiquement lugubre ce mot que Jenkins, présent à l'agonie, ne put s'empêcher de pâlir. Félicia fut plus stupéfaite encore que désolée, à l'étonnement de la mort qu'elle n'avait jamais vue et qui se présentait à elle sous des traits aussi chers, se joignait le sentiment d'une solitude immense, entourée de nuit et de danger. Quelques amis du sculpteur se réunirent en conseil de famille pour délibérer sur le sort de cette malheureuse enfant, sans parents ni fortune. On avait trouvé 50 francs dans le vide-poche où Sébastien mettait son argent sur un meuble de l'atelier bien connu des besogneux et qu'il visitait sans scrupule. Pas d'autre héritage, du moins en numéraire, seulement un mobilier d'art et de curiosités des plus somptueux, quelques tableaux de prix et des créances égarées couvrant à peine des dettes innombrables. On parla d'organiser une vente. Félicia, consultée, répondit que cela lui était égal qu'on vendît tout, mais pour Dieu, on la laissa tranquille. La vente n'eut pas lieu cependant. Grâce à la marraine, la bonne Crène Mitz qu'on vit apparaître tout à coup tranquille et douce, comme d'habitude. Ne les écoute pas, ma fille. Ne vends rien. Ta vieille Constance a 15 000 francs de rente qui t'étaient destinés. Tu en profiteras dès à présent, voilà tout. Nous vivrons ensemble ici, tu verras, je ne suis pas gênante. Tu feras ta sculpture, je mènerai la maison. Cela te va-t-il ? C'était dit si tendrement dans cet enfantillage d'accent des étrangers, s'exprimant en français, que la jeune fille en fut profondément émue. Son cœur pétrifié s'ouvrit, un flot brûlant déborda de ses yeux, et elle se précipita s'engloutit dans les bras de l'ancienne danseuse. « Ah, ma reine, que tu es bonne. Oui, oui, ne me quitte plus, reste toujours avec moi. La vie me fait peur et dégoût. J'y vois tant d'hypocrisie, tant de mensonges. » Et la vieille femme s'étant arrangée un nid soyeux et brodé dans cet intérieur qui ressemblait à un campement de voyageurs chargés de richesses de tous les pays, la vie, à deux, s'établit entre ces natures si différentes.
Ce n'était pas un petit sacrifice que Constance avait fait au cher démon de quitter sa retraite de Fontainebleau pour Paris dont elle avait la terreur. Du jour où cette danseuse aux caprices extravagants fit couler des fortunes princières entre ses 5 doigts écartés, descendu des apothéoses, un reste de leur éblouissement dans leurs yeux avait essayé de reprendre l'existence commune, d'administrer ses petites rentes et son modeste train de maison. Elle avait été en but à une foule d'exploitations effrontées, d'abus faciles devant l'ignorance de ce pauvre papillon, effaré de la réalité, se cognant à toutes ces difficultés inconnues. Chez Félicia, la responsabilité devint autrement sérieuse à cause du gaspillage, installé jadis par le père, continué par la fille, 2 artistes dédaigneux de l'épargne. Elle eut encore d'autres difficultés à vaincre. L'atelier lui était insupportable avec cette fumée de tabac permanente, le nuage impénétrable pour elle où les discussions d'art, le déshabillement des idées se confondaient dans des tourbillons brillants et vagues, qui lui causaient infailliblement la migraine, la blague, entre guillemets. Surtout lui faisait peur. En sa qualité d'étrangère, d'ancienne divinité du foyer de la danse, nourrie de politesse surannée, de galanterie à la Dora, elle ne la comprenait pas bien, restait épouvantée devant les exagérations frénétiques, les paradoxes de ces Parisiens, raffinés par la liberté de l'atelier. Elle qui n'avait eu d'esprit que dans la vivacité de ses pieds, cela l'intimidait, la mettait au rang d'une simple dame de compagnie, et en regardant cette aimable vieille silencieuse, souriante, assise dans le jour de la rotonde vitrée, son tricot sur les genoux comme une bourgeoise de Chardin, ou remontant à pas pressés à côté de sa cuisinière, sa longue rue de Chaillot, où se trouvait le plus proche marché, jamais on n'aurait pu se douter que cette bonne femme avait tenu des rois, des princes, toute la noblesse et la finance amoureuse sous le caprice de ses pointes et de ses ballons. Paris est plein de ces astres éteints, retombés dans la foule. Quelques-uns de ces illustres, de ces triomphateurs de jadis, gardent une rage au cœur. D'autres, au contraire, savourent le passé béatement, digèrent dans un bien-être ineffable toute leur joie glorieuse et finie, ne demandant que du repos, le silence et l'ombre, que de quoi se souvenir et se recueillir, si bien que, quand ils meurent, on est tout étonné d'apprendre qu'ils vivaient encore. Constance Kramitz était de ces heureux. Mais quel singulier ménage d'artistes que celui de ces 2 femmes aussi enfants l'un que l'autre, mettant en avant l'inexpérience et l'ambition, la tranquillité d'une destinée accomplie et la fièvre d'une vie en pleine lutte. Toutes les différences visibles, même dans la tournure tranquille de cette blonde, toute blanche comme une rose déteinte, paraissant habillée sous ces couleurs claires d'un reste de feu de Bengale, cette brune aux traits corrects enveloppant presque toujours sa beauté d'étoffe sombre aux plis simples comme d'un semblant de virilité. L'imprévu, le caprice, l'ignorance des moindres choses, amenaient dans les ressources du ménage un désordre extrême d'où l'on ne sortait parfois qu'à force de privations, de renvois, de domestiques, de réformes risibles dans leurs exagérations. Pendant une de ces crises, Jenkins avait fait des offres voilées, délicates, repoussées avec mépris par la belle Félicia. Ce sera donc la fin pour cet épisode. Je vais vous laisser en compagnie de la ravissante Laura Guidis pour la suite des aventures du Nabab et de Félicia, une œuvre d'Alphonse Daudet, cette nuit sur D8 dans Voyage au bout de la nuit. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur le site de la chaîne, mais également en tapant #VBN sur les réseaux sociaux. Vous m'écrivez, vous m'envoyez vos avis, vos commentaires, vos questions, vos impressions sur l'émission. Je vous répondrai avec grand plaisir. Mais pour l'heure, je vous fais une bise, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, une très bonne nuit avec nous sur D8 ou une très belle journée pour ceux parmi vous qui se lèvent pour aller travailler. À très bientôt.